Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, un scrutin dans le calme pour un climat politique plus apaisé. Les Ivoiriens votaient ce dimanche pour les élections législatives, des élections ouvertes avec la participation des trois principales formations politiques du pays. Vers un nouvel accord entre le Gabon et le Fonds monétaire international, l'institution pourrait appuyer le plan d'accélération de la transformation économique du gouvernement. La récente réunion de travail entre le représentant du FMI et la chef du gouvernement est allée dans ce sens. Et début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Rwanda, 85 000 personnes ont déjà reçu leur première dose. Le personnel soignant, les personnes âgées et celles exerçant des métiers à haut risque de contamination sont les publics prioritaires. Mais tout d'abord, une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur la fin des violences dans la région dissidente du Tigré en Éthiopie a été bloquée par la Russie et la Chine. Les deux pays estiment qu'il s'agit d'une affaire intérieure. Il s'agissait pourtant d'une déclaration approuvée par plusieurs pays africains tels que le Kenya, le Niger ou encore la Tunisie. Dans ce texte était notamment demandé le retrait des forces de défense de l'Érythrée ainsi qu'une enquête sur les graves violations susceptibles de constituer des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Située au nord de l'Éthiopie, la région du Tigré est depuis le mois de novembre dernier le théâtre d'une guerre qui se déroule à huis clos, un conflit entre les forces gouvernementales et le Front de libération du peuple du Tigré. Lendemain d'élection en Côte d'Ivoire, ce dimanche avaient lieu les législatives. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, même si des dysfonctionnements ont été notés dans certains bureaux de vote. Il reste que l'essentiel réside ailleurs. Ces élections représentent surtout une étape dans l'apaisement politique. Les trois grandes formations du pays étaient d'ailleurs présentes. Cela n'était plus arrivé depuis 10 ans. Le récit de cette journée de vote avec notre correspondant Oliva Diakota. En Côte d'Ivoire, 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 6 mars 2021 pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Dans la commune du Plateau, quartier administratif, quelques 66 000 électeurs devaient départager 6 listes en compétition pour un poste de député à pourvoir. Ici, dans ce centre de vote, la mobilisation des électeurs a été effective. Je suis venu voter pour le meilleur candidat du Plateau. C'est lui qui peut nous arranger. C'est lui qui va faire que notre mari vont travailler toujours pour de bon. En tout cas, c'est le meilleur, j'ai voté. Depuis 90, c'est voté. Donc, moi, quand je vote comme ça, je suis content. Et le lendemain, je suis fier de dire à mes amis que je suis content. À cause de ça, il y a l'encre dans ma main et puis il y a ma carte qui est là. Donc, c'est comme ça. Il faut voter en tant que citoyen. Pour qu'on ait la paix à Côte d'Ivoire. Je suis venu voter normalement. Il faut que tout le monde vote normalement aussi. Il y a longtemps, nous attendons ce scrutin pour que nous puissions choisir nos candidats, un candidat qui est sincère dans ce pays, de vraies personnes pour diriger notre pays, la Côte d'Ivoire. Retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, dysfonctionnement des tablettes numériques, manque de stickers et quelques échauffourées entre les électeurs sont des dysfonctionnements observés dans certains centres de vote à Abidjan. Les différentes difficultés, c'est les difficultés de départ et ça va de façon générale, ça va aller de façon crescendo dans la résolution. Ce 13e scrutin législatif reste l'un des plus ouverts en Côte d'Ivoire car toutes les grandes forces politiques sont en compétition. Pour rappel, les dernières législatives se sont déroulées en 2016 avec un taux de participation de 34,11%. Le Gabon pourrait bientôt bénéficier d'un nouvel appui financier du Fonds monétaire international. C'est ce qui ressort d'un entretien entre la chef du gouvernement, Rose Christiane Osouka-Raponda, et le représentant du FMI. L'institution financière entend soutenir le pays dans sa stratégie de transformation économique. Samantha Saberou-Saboumanga. Dans l'optique d'accélérer la transformation économique, le Gabon envisage un nouveau programme avec le Fonds monétaire international FMI. Le gouvernement gabonais pourrait retourner au FMI dans les jours à venir. L'annonce a été faite par le représentant du FMI au Gabon à l'issue d'une audience avec le Premier ministre Rose Christiane Osouka-Raponda ce 2 mars 2021. L'allègement de la dette était également au cœur des échanges. D'après le gouvernement, ce futur engagement envers Bretton Woods devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des populations alors que le
le Gabon traverse une conjoncture difficile renforcée par la crise sanitaire liée au coronavirus qui a contracté l'économie avec un taux de croissance de 3,8% en 2019 contre 2% en 2020. Le problème étant que les recettes budgétaires dont disposent ces pays-là, notamment le Gabon, ne sont pas suffisantes pour soutenir les investissements permettant de garantir la transformation structurelle. Donc pour le moment, le seul pilier qui permet d'accompagner ces programmes de transformation structurelle reste l'endettement. Notons qu'en février dernier, le Gabon avait lancé un plan triennal d'accélération de la transformation 2021-2023. Ce dernier vise à accélérer la transition vers l'après-pétrole en activant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social du pays. Il est important de pouvoir gérer et anticiper le poids de cet endettement-là sur l'économie gabonaise et d'espérer que l'utilisation de ces ressources va effectivement impacter directement la capacité de transformation industrielle du pays et accroître en conséquence les recettes budgétaires qui vont amortir cette dette. Rappelons que la loi de finances 2021 du Gabon ne prévoit pas un nouveau programme avec le FMI. Néanmoins, ce pays d'Afrique centrale espère bénéficier d'un nouvel accompagnement de l'institution de Bretton Woods pour financer la relance de son économie. Le Gabon a déjà reçu du FMI une enveloppe de 167 milliards de francs CFA au titre de l'instrument de financement rapide pour lutter contre le Covid-19. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, la deuxième phase du projet de lutte contre la déforestation a été lancée ce vendredi 5 mars, lancement officiel par le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo. Ce projet débuté en mars 2020 vise à réduire l'utilisation du charbon de bois. Lors de la première phase, des kits de gaz domestique à des prix réduits avaient été distribués aux habitants de Kinshasa. Avec cette deuxième phase, 3 autres provinces seront concernés par ce projet. Santé à présent et le Rwanda qui a démarré sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Malgré les réticences d'une partie de la population, 85 000 personnes se sont déjà faites vacciner. La priorité est donnée dans un premier temps au personnel soignant, particulièrement exposé, aux personnes âgées et aux métiers à haut risque de contamination. Reportage notre correspondant Fratenda Kisenga. C'est le ministre rwandais de la Santé qui a officiellement lancé la campagne de vaccination contre le Covid-19 en se faisant vacciner devant la presse nationale et internationale le 5 mars 2021 à Kigali. Il donne ainsi l'exemple à la population en commençant par le personnel de la santé, les personnes âgées et ceux qui sont dans les métiers à haut risque de contamination par le virus. Je me sens très bien comme je me sentais avant d'être vaccinée. Bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au vaccin, mais cela ne peut pas m'empêcher de le recevoir car je sais bien que le gouvernement ne peut pas l'accepter tant qu'il n'est pas prêt. Je l'ai fait aussi pour montrer de l'exemple aux autres qui hésitent encore. Avant de recevoir le vaccin, chaque citoyen devra signer une sorte de contrat dans lequel est stipulé que la personne ne pourra pas poursuivre en justice le fabricant du vaccin, ni même l'organe administrateur en cas de conséquences liées au vaccin. Une clause qui renforce les doutes parmi la population, mais les autorités rwandaises se montrent rassurantes. C'est très normal de faire signer un contrat avant une opération importante qui concerne la vie d'une personne. C'est une pratique courante car ce n'est pas comme si on le faisait pour une chèvre par exemple. C'est aussi le droit du malade d'avoir toutes les informations concernant une opération quelconque. Le Rwanda ambitionne de vacciner 30% de la population d'ici la fin de l'année 2021. Sur les différents groupes prioritaires pour recevoir le vaccin, s'ajoutent aussi les détenus dont la vaccination a commencé le 6 mars 2021. 27 milliards de francs CFA, c'est ce que font perdre chaque année à l'État tchadien les maladies hydriques. Les maladies hydriques, ce sont les maladies causées par la consommation d'une eau contaminée, le choléra, la typhoïde, la polio ou encore les hépatites. L'accès à l'eau potable est donc un véritable enjeu. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan.
Au Tchad, les autorités accélèrent la mise en œuvre des projets d'adduction d'eau potable pour réduire le taux des maladies hydriques. En moins de 3 ans, des dizaines de forages d'eau sont réalisés dans les centres urbains et ruraux. Résultat, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 55,7% en 2017 à 68% en 2020. Une avancée remarquable grâce à des grands projets comme le château d'eau de 2000 m3 en cours de réalisation à Guinbor pour desservir le premier arrondissement de N'Djamena. La cérémonie de ce matin constitue un symbole fort de la ferme volonté du maréchal du Tchad d'engager notre pays sur les nouveaux chantiers de développement conformément à la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Financé entièrement par l'État tchadien d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, la construction de ces infrastructures énormes est confiée à l'entreprise CGCOC Group Tchad pour un délai d'exécution de 15 mois. Les grandes villes du pays sont progressivement équipées par les infrastructures modernes de distribution d'eau potable afin de répondre aux besoins de plus en plus croissants des ménages tout en réduisant les coûts à la consommation. Des grands travaux d'adduction en eau potable sont lancés pour desservir les provinces situées sur la bande saharienne dont les sous-sols sont moins généreux en eau douce. Le lancement des grands projets de développement comme celui-ci ce matin, ainsi que les nombreux projets envisagés, permettront d'améliorer le bien-être des populations. Dans ce cadre, CGCOC réaffirme sa volonté de se tenir toujours à vos côtés afin d'apporter sa contribution à vos efforts en faveur du peuple tchadien. Nous ne savons comment vous remercier pour cette remarque de confiance. Pour rappel, dans le cadre du plan national de développement, le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale, sur instruction du chef de l'État, a relancé les chantiers d'approvisionnement en eau potable sur toute l'étendue du territoire, suspendus pendant la crise économique et financière. Du sport et Djibouti qui organisait ce vendredi la première édition de son semi-marathon. Sur la ligne de départ, plusieurs athlètes d'envergure internationale à l'image de Mo Farah, quadruple champion olympique, qui a d'ailleurs remporté la course. Mais les athlètes djiboutiens sont également illustrés. Moumine Bou se classe ainsi 3e. Biram Gay, Gladys Mamba. La première édition du semi-marathon de Djibouti Gateway to Africa a offert à Mo Farah un cadeau avant l'heure. Le quadruple champion olympique qui fêtera ses 38 ans le 23 mars a remporté cette épreuve de course à pied d'une distance de 21,1 km en 1 heure, 3 minutes et 7 secondes. Il a devancé de 4 secondes le Belge Bachir Abdi et le Djiboutien Moumine Bou qui complète le podium avec un chrono d'1 heure, 4 minutes et 6 secondes. Je suis très content d'être ici à Djibouti et d'avoir gagné ce semi-marathon. C'est très important pour les jeunes. Voyez combien de gens sont venus nous regarder aujourd'hui. Un événement comme celui-ci ne s'est jamais produit avant. Donc nous voulons continuer à aider la jeunesse. Et aujourd'hui, vous avez vu que le 3e de la course vient de Djibouti. C'est un jeune homme qui est venu et qui peut être un modèle pour les jeunes. Cet événement créé sous le haut patronage du président Ismaël Omar Guelleh a connu la participation de 516 athlètes locaux et internationaux. Initiée par les autorités, cette nouvelle compétition est motivée par une double ambition: proposer une course à pied de classe mondiale et valoriser la diversité culturelle de ce pays de la Corne de l'Afrique. C'est aussi une réussite pour nous en matière d'organisation, parce que ce semi-marathon s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Tous les éléments ont été mis en place et réunis pour la réussite de ce semi-marathon. Un sentiment de réussite aussi m'anime, dans la mesure où, dans ce contexte difficile de Covid-19, la République de Djibouti a osé organiser ce semi-marathon en invitant beaucoup des athlètes. Donc, nous avons voulu tout faire pour que nous puissions organiser et que ce semi-marathon soit une réussite. Donc, c'est aussi une satisfaction pour moi. Pour les athlètes qui ont pu y participer, le semi-marathon de Djibouti a été une préparation à l'épreuve phare d'athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Le marathon de 42,2 km, prévu le 8 août, jour de la cérémonie de clôture. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.